Je m'appelle Guillaume Ebelman, je suis entrepreneur et fondateur du club Excelio, qui investit dans des projets immobiliers, du private credit et de la reprise d'entreprise. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une stratégie de professionnel pour faire du rachat de biens immobiliers qui pourrait vous faire gagner des dizaines de milliers d'euros sur vos prochaines transactions. Donc on va voir ensemble de quoi il s'agit, quels sont les pièges à éviter et quelles sont les opportunités à saisir. Cela va consister à racheter des biens qui appartiennent à des entreprises et non pas à des personnes physiques. Quand vous voyez une annonce sur Le Bon Coin ou dans une agence immobilière, souvent cette information est pas précisée. Mais quand le bien commence à avoir une certaine taille, en général, il est plutôt possédé par une société que par une personne physique en nom propre. Donc ça peut être une SCI, une SARL ou une SAS, selon le type d'exploitation du bien. Si c'est uniquement du logement, en général, c'est une SCI, qui est une société à prépondérance immobilière, qui est là pour porter justement des biens immobiliers pour de la location, longue durée ou courte durée. Par contre, si l'utilisation est mixte, par exemple s'il y a un local commercial dans ce bien, la probabilité pour que cette structuration soit plutôt portée par une SARL ou par une SAS est très importante, parce qu'en fait, il y a certains types d'activités qui vont nécessiter d'émarger à la TVA, et c'est assez difficile, voire impossible, en SCI. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, parce que les règles elles ont quand même tendance à changer assez souvent. Ce qu'il faut que vous compreniez comme principe, c'est que quand vous voyez une annonce pour un bien immobilier, c'est toujours intéressant de demander qui détient le bien. Est-ce que c'est une personne en nom propre ou est-ce que c'est une société? Si c'est une SCI, j'ai envie de dire c'est la même chose qu'avec une personne en nom propre. Par contre, si c'est une SAS ou une SARL, vous avez peut-être intérêt à racheter les parts de la société, 100% des parts de la société, plutôt que de racheter le bien immobilier lui-même. Pourquoi? Parce que si vous rachetez des parts de société, vous ne paierez pas de droits de mutation, ce qu'on appelle donc les frais de notaire, qui sont entre 8,5 et 9% du prix de la transaction. Donc ça veut dire que très concrètement, si vous achetez un bien à 1 million d'euros, vous allez économiser 90 000 euros de droits de mutation. Alors c'est pas magique, bien évidemment, et ça ne concerne pas les SCI, parce que même si vous rachetez les parts de la SCI, en fait, comme c'est une société à prépondérance immobilière, il y aura quand même des droits de mutation à payer. Alors, ils seront un tout petit peu inférieurs, parce qu'il y a certaines taxes qui ne sont pas incluses dedans, mais globalement, vous pouvez quand même considérer que c'est à peu près la même chose que si vous achetiez en nom propre, vous aurez des droits de mutation, des frais de notaire à payer sur l'ensemble de la transaction. Donc, par contre, si vous avez la possibilité d'acheter une SAS ou une SARL, à ce moment-là, il peut être intéressant de plutôt acheter les parts de la société. Ça a plusieurs avantages et on va les voir après. Donc il y a les droits de mutation, c'est quand même un point qui est quand même assez considérable, parce que ça peut représenter quand même très très vite 30, 40, 50 000, voire 100 000 ou voire plus, en termes tout simplement d'argent qui n'est pas nécessaire de sortir au moment de l'opération, puisque là on est vraiment sur de l'impôt, on est sur de la perte sèche, qui est généralement pas financée par les banques non plus. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant. Il y a un autre point qui peut être pas mal, c'est que souvent ces sociétés se sont elles-mêmes endettées pour faire cet achat. Et donc on va voir le cas où la société s'est déjà complètement désendettée, ou si la société est encore endettée. Mais si elle est encore endettée, selon le cas, là on est en 2025, vous avez des probabilités relativement fortes pour que le prêt qui soit en cours aujourd'hui dans cette société ait été contracté dans les années 2021 par exemple, quand il y avait des taux qui étaient aux alentours de 1,5%. Donc, c'est peut-être l'occasion de racheter une société à un prix, on va le voir, intéressant, et de pouvoir utiliser la transposabilité du prêt qui est déjà en place. Ça veut dire qu'au lieu de refaire un prêt gigantesque avec un taux du marché au moment où vous le faites, vous récupérez finalement le taux initial qui potentiellement était bon, puisqu'encore une fois, il y a eu une période entre 2020 et 2022 où les taux étaient super bas. Donc, c'est l'occasion de récupérer ce genre de choses-là. L'intérêt aussi, c'est que vous allez accéder au compte complet de la société. Donc vous aurez une vision très claire de plein de choses. De combien ça a été acheté, de quels sont les travaux qui ont vraiment été faits dedans, sur facture, puisque du coup on est sur une société, c'est beaucoup plus transparent que si c'est une personne physique qui va avoir tendance à faire bosser ses copains ou à bosser soi-même dedans. Là, vous savez exactement qu'est-ce qui a été fait, puisque vous avez des factures, vous avez un historique. Et autre point qui est intéressant, c'est que derrière,
vous saurez quel est l'apport de cash qui a été fait par les actionnaires d'aujourd'hui. Et je vais revenir parce que ça, c'est un point qui est très très important pour votre négociation. Donc en général, comment est-ce qu'on achète ça? Donc on est vraiment sur un achat de parts de société. Donc c'est du private equity, on peut appeler ça comme ça, c'est de la reprise d'entreprise, on peut appeler vraiment, il y a 1000 termes pour l'appeler, mais concrètement, ça veut dire qu'au lieu d'acheter le bien, vous achetez les parts de société. Ça veut dire qu'il faudra quand même un peu de compétences. Un peu de compétences juridiques, un peu de compétences d'analyse financière, et je vous conseille fortement de vous faire aider par un avocat d'affaires. Pas par un... Alors le notaire aura un regard bien sûr là-dessus, votre comptable peut aussi avoir un regard sur les bilans de la société qui exploitait le bien jusqu'à présent, mais je vous conseille très fortement de faire appel à un avocat spécialisé dans le droit des affaires, parce que là, il y a différentes choses à régler qui sont importantes. Alors vous allez peut-être le payer 3 à 5 000 euros pour la transaction, mais si vous économisez entre 50 et 100 000 de droits de mutation, je dirais que c'est quand même un deal plutôt intéressant. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Alors, donc je le disais, ce qui est vraiment intéressant, c'est que, ça c'est vraiment le point clé, c'est que vous allez récupérer souvent le prêt qui est en cours dans la société. Et ça, c'est vraiment très, très, très intéressant. Je peux vous donner un exemple d'un bien sur une transaction qui était en négociation il y a quelques mois, qui ne s'est pas faite parce qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur le prix d'achat avec le vendeur, malheureusement, et je vous expliquerai pourquoi après. Mais là, c'était pas mal parce que c'était un bien sur lequel il y avait 1,8 million d'euros de dette bancaire qui était encore à rembourser et qui avait été contracté à un taux de 1,45% en 2021 justement. Et donc pour nous, c'était l'occasion d'acheter un bien complètement exceptionnel à un prix que je considère comme étant smart pour moi et pour le vendeur, et sachant que donc il y avait une grosse part de la valeur du bien qui était encore une dette bancaire, et que la banque, qui aujourd'hui avait fait ce prêt au point de départ, acceptait de continuer le prêt dans la société, même après le changement d'actionnaire. Donc pour nous, ça voulait dire concrètement de récupérer un prêt à 1,8 million d'euros, mais avec un taux à 1,45. Donc ce qui était quand même quelque chose de totalement impossible à obtenir aujourd'hui, d'autant plus quand on sait que c'était une proportion du prix d'achat qui était très très important, mais j'y reviendrai plus tard. Donc il y a une vraie opportunité à faire ça, et les banques acceptent généralement la continuité. Pourquoi? Parce que à un moment donné, ils ont donné leur accord, et donc de refermer le prêt, quelque part, ils perdent des intérêts sur la durée. Est-ce qu'ils trouveront encore quelqu'un pour le faire, etc., etc. Et souvent, quand vous allez racheter un bien qui est détenu par une société d'exploitation, ça veut souvent dire que l'exploitation n'est pas formidable. Si le bien est en vente, alors ça peut être pour des raisons personnelles par rapport à des conflits d'associés, donc ça on y reviendra aussi, mais souvent c'est surtout parce que la rentabilité n'est pas celle attendue. Et donc en définitive, le banquier verra d'un bon œil en général, et si vous arrivez à prouver votre crédibilité, trouvera intéressant de transférer finalement, ou de laisser le prêt dans la société qui sera transféré à des nouveaux actionnaires qui peut-être vont mieux valoriser, mieux exploiter le bien, et donc renforcer l'assurance pour la banque d'être remboursée un jour. Parce que si l'exploitation aujourd'hui elle fait ça, derrière ils peuvent se dire potentiellement j'ai un risque un jour de défaut de paiement, alors que si finalement on retrouve des autres associés qui ont peut-être un projet un peu différent, ou en tout cas qui ont peut-être une solidité plus forte pour tenir le projet dans le temps, d'un point de vue financier, d'un point de vue stratégie d'exploitation, pour la banque aussi c'est tout bénef, parce qu'ils vont se dire oui ok super, donc moi dans ce cas-là j'ai beaucoup plus de chances de faire courir le prêt jusqu'à terme, donc je le laisse, de toute façon ça ne me coûte rien. N'oubliez jamais que cet argent que la banque a prêté, c'est de l'argent magique qu'ils ont créé de toutes pièces, vous êtes pas, ils ont pas donné des choses qu'ils avaient pour vous les prêter. Ils sont assurés là derrière aussi, souvent à 50 voire 70% sur des prêts comme ça, par différentes assurances à l'échelon européen. Donc en vrai, la prise de risque, elle n'est pas si considérable que ça. Mais pour autant, un prêt doit être remboursé, c'est quand même la base, et je vous encourage vraiment à ne pas chercher à jouer avec les banques. Il faut être fair avec elles, il faut vraiment faire, il y a un contrat entre vous, un contrat moral et un contrat juridique, et il faut le respecter. Donc tout ça pour dire que les banques, en général, elles acceptent de continuer le prêt. Donc pour vous, c'est l'occasion de choper des taux de 2021, même en 2025, 2026, ou je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, mais c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Et l'autre point qui est très important, c'est que à partir de là, la valeur réelle du bien que vous allez payer n'est pas le prix de marché. Par exemple, si on reprend ce projet-là, c'est pas par exemple
un prix de marché à 2,5 millions d'euros, c'est les 2,5 millions d'euros moins la dette bancaire, moins les autres dettes éventuellement qui sont dedans, par exemple du compte courant d'associé, ce genre de choses-là. Donc ça veut dire que vous, quand vous allez financer cette chose-là, là sur un cas très particulier comme celui-là, vous partez de 2,5 millions, vous enlevez 1,8 million de dettes, il y avait 100 000 euros de compte courant d'associé, donc ça veut dire que à la fin, vous avez réellement à financer 600 000 euros pour acheter quelque chose qui en vaut 2,5 millions, parce qu'il y a toute une partie de financement bancaire qui est déjà en place, c'est déjà opérationnel. La partie compte courant d'associé, par contre, il faudra la rembourser. Et ça veut dire que c'est plus simple, parce que si vous arrivez à réunir, alors peut-être les 600 000, hein, soyons fous, mais si vous avez arrivé à réunir peut-être la moitié, 300 000, et vous refaites un espèce de prêt bridge, bah, ça veut dire que vous êtes en capacité, donc vous mettez 300, une première banque met 300, à côté de l'autre qui a encore 1,8 million, et donc vous êtes à votre deal total de 2,5 millions, et quelque part vous avez sorti beaucoup moins que prévu. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment intéressant parce que votre prix d'achat réel va être très inférieur à celui qui est acheté. Alors que si vous étiez en nom propre, là clairement les banques ne font pas de transfert. Les prêts en nom propre sont faits à une personne physique avec ses caractéristiques, ses revenus, son patrimoine, etc. Et jamais elles acceptent de transférer le prêt. Et j'ai envie de dire, il vaut mieux pas d'ailleurs, pour différentes raisons, parce qu'en fait, après, il y a des questions de clauses de... bon, en gros, celui qui est vendeur, le cas échéant, si vous faites défaut, la banque peut se retourner contre lui. Donc voilà, c'est des choses qui se font pas. Et donc, bah, ça veut dire que vous pouvez donc acheter à un prix qui est beaucoup plus intéressant. Et moi, ma stratégie dans ces choses-là, en fait, c'est pas tellement de partir la valeur du bien à l'instant T. Si y a une dette qui est en cours et qu'elle me semble correcte, d'un point de vue taux par exemple, et la banque est sérieuse, voilà, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que par l'analyse des comptes, je cherche à savoir quel est l'apport exact en cash qui a été mis par les associés actuels de cette société. Donc ça veut dire le capital de la société, ça veut dire l'apport en compte courant d'associés, ça veut dire les frais qu'ils ont déboursés potentiellement, alors souvent c'est écrit en compte courant d'associés du coup, mais pas toujours, le cash qu'ils ont pu apporter ou des éléments qu'ils ont pu rajouter, je sais pas, de l'équipement ou des choses comme ça, et puis peut-être des dettes personnelles, etc. Donc en vrai, j'essaye de savoir combien ils ont injecté dans cette société à l'instant T pour de vrai. Et en général, ce que je fais, c'est que je leur propose le montant qu'ils ont injecté plus maximum 30%. Du coup, on est dans une transaction qui ressemble un peu à un marchand de biens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez acheté un bien, quelques années plus tard, vous vous en séparez, il y a encore des dettes, etc. L'exploitation, elle n'est pas folle et tout, bon, ok. Et ben, moi, je vous en propose quand même, au maximum, 30% de bénéfices par rapport à tout ce que vous avez injecté dedans. Ça me semble assez sympa. Et l'autre chose à savoir, c'est que l'imposition des plus-values en société est différente du particulier. Si vous êtes un particulier, alors sauf si c'est votre résidence principale, mais si vous revendez ou si vous êtes en SCI, vous allez payer un impôt sur la plus-value entre donc, le prix de vente final et tout ce que vous avez injecté dedans, enfin l'amortissement comptable, etc., etc. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails ici. Quand vous vendez des parts de société, ben, j'ai envie de dire ça dépend. Si vous détenez la société depuis au moins 5 ans et que le prix de vente final est pas forcément trop élevé, là je donnais un exemple à 2,5 millions, hein, ok. Maintenant, si vous êtes sur quelque chose de plus standard et que vous êtes sur un prix de vente qui n'excède pas 500 000 euros, et ben, en fait, le vendeur, donc les associés, ne paieront pas d'impôt sur la plus-value. Ça veut dire que si par exemple ils ont dépensé 400 000 euros dans leur projet et que vous leur rachetez 500, ils ne seront pas imposés sur les 100 000 euros. Donc c'est ce qui correspond à peu près à 30%, hein, voilà, grosse maille, hein, on ne va pas calculer, on va pas chipoter là, c'est pour donner des exemples de chiffres. Donc ça c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant aussi parce que pour le vendeur, il y a toujours ce calcul-là, comme quand vous achetez un bien à un particulier, il va dire ok mais il faut que j'enlève les frais d'agence, etc., du montant, blablabla, bon tout ça c'est fait par notaire, c'est fait automatiquement, j'ai envie de dire, mais par contre, là, vous avez un bénéfice supplémentaire parce que le particulier qui a fait cette plus-value en revendant, sauf si c'est résidence principale,
qui a fait cette plus-value en revendant le bien, ou la SCI, et ben derrière, ça va impacter son résultat et potentiellement on payer de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ou que sais-je, selon le montage fiscal qu'ils auront. Alors que là, si c'est des associés qui revendent, alors il faut revendre au moins 51% des parts, et il faut donc avoir détenu la société depuis au moins 5 ans, et c'est la déduction totale d'impôt sur les plus-values est jusqu'à un prix de vente de 500 000 euros. Au-delà, il y a des impôts qui se mettent, mais ils sont quand même inférieurs à ceux d'un particulier. Donc ça veut dire que c'est potentiellement intéressant pour aussi le vendeur de ne pas forcément chercher à optimiser trop, parce que quelque part, qui vendent 500 000 ou 550 000, bah, potentiellement, à la fin, dans sa poche, il n'y aura pas une différence de 50 000 euros, ça c'est sûr, parce qu'entre-temps, les impôts seront passés, parce qu'ils ont passé le cap. Donc c'est aussi quelque chose dans la négociation qui est intéressant à rappeler aux vendeurs, de dire que jusqu'à un certain montant, ils sont exonérés d'imposition sur la plus-value qu'ils vont réaliser en faisant les cessions de parts de la société. Donc là, on était sur le cas où il y avait une dette bancaire. Maintenant, s'il n'y a pas de dette bancaire ou si elle a été complètement soldée, ça veut dire aussi que quand vous achetez des parts de société, vous allez valoriser les éléments, pas seulement par rapport à la valeur du bien qui est détenu dans cette société, sa valeur de marché, mais vous allez la contrebalancer par la performance de la société et la valeur d'exploitation de la société. Donc si la société va pas très bien, si elle fait des pertes, ou si, je dirais, on est dans une exploitation faible, avec un chiffre d'affaires qui stagne, qui est pas formidable, et puis une rentabilité qui est un peu dégueulasse, bah, ça veut dire que vous avez un pouvoir de négociation qui est quand même assez fort. Parce que vous allez dire, bon, ok, très bien, alors le bien, il vaut peut-être 500 000, par contre, votre exploitation, là, vous générez rien du tout avec, donc concrètement, c'est de la perte, donc moi, j'ai d'autres projets, et je pense que je vais y arriver, mais factuellement, à l'instant T, on n'a pas de preuve que ça va fonctionner. La seule preuve qu'on a aujourd'hui, c'est que ça ne fonctionne pas. Et bah ça fait aussi partie de la négociation pour avoir un prix. Alors l'idée, encore une fois, c'est pas d'arnaquer les gens, c'est pas d'arnaquer le vendeur, mais c'est d'être au clair sur la valeur réelle du bien. Pourquoi? Parce que ça va avoir un impact très fort sur votre propre demande de financement si vous en cherchez une. Parce que j'imagine que vous allez chercher à faire du levier bancaire. Alors, sur un rachat de société, la banque va vous demander systématiquement 20 à 30% d'apport, parfois 50%, ça dépend s'il y a déjà un prêt qui est déjà en cours ou pas. Ça veut dire aussi qu'il va falloir être extrêmement convaincant. Parce que si la banque va demander les anciens bilans de la société. Et donc, si elle voit des bilans qui font, je sais pas, 50 000 euros de chiffre d'affaires, et que vous dites, bah moi, dans mon prévisionnel, je vais faire 150, ça veut pas dire que c'est impossible. Hein. Peut-être que juste l'exploitation n'était pas correcte, etc. C'est des cas que j'ai vécu. Hein. Où vraiment l'exploitation n'était pas optimisée pour différentes raisons, hein, qui avaient attrait à la philosophie du vendeur et la perception qu'il avait par rapport à son bien et son exploitation. Donc en fait, c'est tout à fait possible. Sauf que la banque, elle va avoir du mal à croire que la personne d'avant, pendant des années, en gros, est à 50 000 euros de chiffre d'affaires, et vous allez faire 150 000 dans 3 ans. Donc non seulement il va falloir prouver les choses, mais en fait, concrètement, elle va pas trop vous croire. Et donc c'est pour ça qu'elle va vous demander un apport qui est considérable. Pourquoi? Parce que, elle va dire, ok, moi je veux bien prendre un minimum de risque à côté de lui, ou à côté d'eux, hein, si c'est un ensemble d'investisseurs, comme on le fait dans le Club Excelio, mais bon, il faut qu'ils aient quelque chose à prouver, et puis moi je vais me prendre un maximum de garanties, et puis surtout, je vais faire en sorte qu'ils mettent quand même vraiment quelque chose, parce que si vous investissez 10 000 euros dans le projet, ils vont dire, ouais, bon, au pire, ils perdent 10 000 euros, et ils s'en fichent un peu, quoi. Par contre, si ça commence à être des sommes relativement conséquentes par rapport à votre patrimoine, et par rapport à l'ensemble de ce que vous faites, et au montant de l'opération, bon, bah là, on n'est plus dans la même équation de discussion. Ils diront, ça veut dire qu'ils ont vraiment creusé leur truc, parce que personne n'a envie de perdre de l'argent. Donc, s'ils sont capables de mettre cette somme-là, ça veut dire qu'ils sont quand même bien sûrs de ce qu'ils font, et qu'ils ont cerné finalement quels étaient les problèmes à résoudre. Ils me les ont expliqués. Moi, je suis banquier, je ne suis pas entrepreneur, donc j'ai ma grille d'évaluation des projets et j'ai ma grille à la fois donc purement de ma profession et de mon employeur, mais j'ai aussi ma grille personnelle qui est celui de quelqu'un qui est plutôt salarié et qui voit passer énormément de problèmes de personnes qui ont des dettes invraisemblables qu'ils n'arrivent pas à rembourser à longueur de journée. Donc en fait, par nature, je suis prudent.
en tant que banquier. C'est normal, hein, moi je leur jette pas la pierre, parce que sinon, après, voilà, ça reste des employés qui ont des objectifs à atteindre et qui sont pas dans la logique de l'entrepreneur et qui va potentiellement faire des conneries n'importe comment. Voilà. De toute façon, il y a des grilles de décision, donc ça sert à rien qu'ils présentent un dossier qui est bancal. Donc ça, il faut rester bien au clair par rapport à ça. Mais donc, il faut savoir que dans ces cas-là, les banques, elles vont être un peu frileuses. Parce que les bilans de la société sont généralement pas très bons et que, donc du coup, voilà, il va falloir peut-être réfléchir le financement un peu autrement. Et donc, un des financements qui est intéressant, c'est de se dire que, donc il y a une partie que vous apporterez vous-même, peut-être 20 ou 30%. Il y a une partie, peut-être 50% du montant global qui sera apporté par la banque. Et puis, vous pouvez laisser ce qui s'appelle un crédit vendeur pour, par exemple, 20% de la somme. Ça se fait assez facilement. Hein, 20%, ça va. Au-delà de 20%, c'est rare, mais bon. Qu'est-ce que c'est qu'un crédit vendeur? Ça veut juste dire que vous vous engagez à acheter toutes les parts de la société, ok, à un certain prix, vous pouvez même prévoir des bonus, des trucs, enfin voilà, après il y a toutes sortes de choses qui peuvent s'envisager. Par contre, vous ne versez pas 100% de la somme tout de suite. Vous versez 80% de la somme, donc votre apport plus ce qu'amène la banque, et il reste 20% qui seront payés au vendeur, par exemple, dans 24 mois. Et potentiellement, en fonction de l'atteinte de certains objectifs que vous serez fixés, il pourra bénéficier d'un bonus. C'est des choses qui existent. L'intérêt pour vous, c'est que vous avez l'entièreté des droits, hein, vous débrouillez à ce moment-là pour que le vendeur ait quasiment plus de parts dans la société, ou en tout cas plus de droits de vote. C'est surtout ça qui est important, parce que le nombre de parts en tant que tel, si vous ne souhaitez pas vous verser de dividendes, vous en fichez un petit peu. Ce qui est important, c'est le droit de vote. Donc en gros, le vendeur, il est out de toutes les décisions. Par contre, il reste encore un petit peu dedans. Il est minoritaire, donc ça veut dire qu'il a vendu plus de 51% des parts, donc par rapport à la déduction d'impôt, c'est bon, de son côté. Et par contre, vous dites, ok, la suite, voilà, ça sera prêt. Ça peut être intéressant, par exemple, si vous avez besoin du vendeur, quand même un tout petit peu derrière. Si le lieu que vous achetez est très attaché au vendeur et qu'il y a besoin de faire une période de transition, parce qu'il y a, je ne sais pas, une maintenance technique un peu particulière à faire sur ce bâtiment, ou ce que vous achetez, enfin ce bien, d'une manière générale, et à ce moment-là, parfois d'avoir le vendeur encore un petit peu dans la boucle pendant quelques mois, c'est intéressant pour faire la transition, aussi avec les prestataires, etc. Voilà, il ne faut pas qu'il soit trop actif, parce que sinon vous n'arriverez pas à mettre en place votre nouvelle stratégie. Par contre, c'est intéressant parfois de l'avoir encore un petit peu à côté pour faciliter justement ça par rapport à des choses qui sont, qui peuvent être vraiment, je pense surtout à des sujets de maintenance technique. Hein, je ne sais pas si vous achetez un domaine forestier spécialisé avec je sais pas, de la faune particulière à l'intérieur, et que la spécialité du vendeur c'était cette partie faune, ça peut être intéressant. C'est vraiment un exemple comme ça qui me vient. Ça peut être intéressant d'avoir ce vendeur encore pendant quelques temps. Si vous achetez un domaine de pêche, par exemple, et que le vendeur est un spécialiste de la pêche, ça peut être intéressant qu'il vous accompagne dans les premiers mois sur la maintenance du biotope, par exemple. Voilà, des choses comme ça, c'est pas forcément inutile. Et donc vous, l'intérêt, c'est qu'il y a 20% de la somme que vous versez que plus tard. Donc ça vous évite de les sortir tout de suite, et finalement, c'est un peu comme une LBO, quoi. Enfin, c'est un petit bout. C'est-à-dire qu'en gros, c'est l'exploitation du bien qui va payer les 20% qui restent. Donc ça vous évite de devoir aller sortir de votre poche ou de faire de la dette bancaire dedans. C'est à vous de dynamiser l'exploitation pour qu'il y ait suffisamment de revenus pour venir payer ces 20%. En général, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est... du coup, c'est un montage qui est assez smart, parce que l'idée, c'est toujours pareil, c'est de limiter au maximum l'apport. Par contre, sachez que donc, quand vous achetez en société, l'apport, il sera quand même plus conséquent, toujours, quand vous achetez des parts de société, que quand vous achetez un bien immobilier brut, comme ça, je veux dire, de manière traditionnelle. Par contre, l'histoire des droits de mutation, c'est quand même très important. L'histoire du prêt, potentiellement avec un taux très bas, c'est quelque chose de vraiment très important. Donc ça peut, dans votre équation économique, surtout si le bien est un peu gros, c'est quelque chose que je vous encourage à faire. En tout cas, nous, c'est une analyse qu'on a. Alors, après, la difficulté, les pièges à éviter. Les pièges à éviter, pour moi, il y en a 4. Le premier, c'est d'avoir un vendeur pas transparent. Donc ça, je l'ai vécu. Sur un bien. Le vendeur a mis des mois à me transmettre les bilans de la société. Et ça, c'est un red flag. C'est un red flag, pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'il y a un truc qu'il a caché à un moment donné, parce que sinon,
Voilà. Dans une relation commerciale normale, là c'est des due diligence quelque part. Hein, voilà, j'ai besoin de savoir cette société. Ok, il y a des éléments qui sont trouvables facilement sur Internet, sur la date de création, ce genre de choses-là. Par contre, vous avez besoin de savoir quelle est la réalité juridique, pas juste les statuts. Vous avez besoin des pactes d'actionnaires pour savoir comment ça se passe entre les personnes présentes. Vous avez besoin d'avoir une vraie visibilité aussi sur les comptes. C'est très important. Et donc si vous n'avez pas ça, bah c'est embêtant, parce qu'en général, ça veut dire qu'il veut cacher différentes choses. Donc soit il veut cacher des vraies difficultés de bilan. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une exploitation qui est vraiment archi mauvaise. Soit ça veut dire qu'il y a des dettes un peu sous le tapis dont il ne vous a pas parlé. Soit ça veut dire qu'il vous a raconté n'importe quoi sur son prix d'achat ou l'investissement que lui-même a mis dans le bien. C'était le cas en ce qui me concernait. C'est-à-dire qu'il m'avait annoncé des prix d'achat qui étaient complètement différents de la réalité. Et bien sûr, dès que vous récupérez les bilans de la société, bah vous le savez. Parce que vous voyez les écritures, vous savez très bien combien de dettes il reste, donc vous arrivez très facilement en fonction de l'âge de l'entreprise à déduire et tout ce qui est immobilisation, etc. Donc vous savez en gros quelle est la valeur du bien, donc vous savez combien il l'a payé au point de départ, vous voyez l'état des dépenses, des factures et des comptes courants d'associés, donc vous savez exactement combien il a mis. Et c'est pour ça que je disais que c'est intéressant, parce que moi je préfère partir de ce prix-là, donc combien ça lui a coûté à l'instant T, et lui proposer déjà de 1, récupérer sa mise, et un bonus. Ouais, après ça se négocie, hein, mais de maximum 30%, parce qu'au-delà ça devient un peu n'importe quoi, et l'idée c'est pas d'être un dindon, quoi. Hein. Même s'il a eu de la chance en achetant un prix correct, là ce qui était le cas de mon vendeur, il a eu beaucoup de chance, et je l'en félicite, hein, d'avoir acheté à un prix qui est exceptionnel, un bien incroyable, mais c'est pas une raison pour essayer de faire un x3 derrière. Parce qu'en vrai, du coup, il n'arrive pas à trouver un acheteur. C'est ridicule. Moi, je lui proposais 30% de plus que ce qu'il a injecté dedans. Donc, ce qui me semble quand même assez fair play. En fait, c'est un bonus pour avoir été au bon endroit au bon moment, avec les bons appuis pour opérer cette vente-là, qui était une vente très particulière, pour l'avoir dans de bonnes conditions. Mais comme il y avait en plus un prêt très gros, avec un taux intéressant, bah voilà, ça avait du sens. Par contre, il n'a pas été transparent sur la transmission des éléments. On a tourné en rond pendant 6 mois, et à la fin, quand on a commencé à mettre des avocats, des discussions d'avocats, parce que ça commençait à devenir chiant en fait, excusez-moi du nom, hein, mais voilà, bah ça s'est arrêté, tout simplement. Parce qu'en fait, il a bien vu que, je pense qu'il ne s'était pas forcément rendu compte au point de départ, qu'on allait aller aussi profondément dans la connaissance de ces sociétés. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a cru, mais pourtant c'est quelqu'un de très compétent et de très expérimenté, et qui a fait des choses vraiment très belles dans sa vie de business. Mais là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé sur ce bien. Je pense qu'il avait un gros affect aussi sur ce bien, et il n'avait peut-être pas complètement envie de le vendre, en définitive. Je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi. Ça peut jouer, hein, ce facteur psychologique. J'en parle dans ma masterclass sur l'immobilier. Donc voilà, donc vendeur pas transparent, ça il faut tout de suite, en général c'est red flag, et puis faut pas y aller en fait, hein, parce que si au bout de 2 semaines vous n'avez pas récupéré les bilans, ça veut dire que soit il a un truc à vous cacher, soit c'est complètement le souk, et donc récupérer une société dans laquelle c'est complètement le souk, par exemple il a peut-être une comptabilité pas propre ou pas tenue par un expert comptable, récupérez pas quelque chose comme ça, quoi. Voilà. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quand il y a on va dire des conflits entre associés. Donc ça arrive quand même assez souvent. Et donc c'est des choses qu'il faut vraiment tout de suite regarder. Est-ce qu'il n'y a pas des conflits en cours qui ne sont pas résolus entre les associés? Donc il faut les réunir. Il faut essayer vraiment de retirer les verres du nez. Il faut bien lire les pactes d'actionnaires pour voir aussi les clauses de sortie, les clauses de préemption, toutes ces choses-là. C'est pour ça que c'est intéressant d'être accompagné par un avocat en droit des affaires et pas par un comptable, parce que ça c'est le genre de choses sur lequel il pourra avoir un avis, mais qui sera largement moins bon qu'un professionnel dédié à ça. Et on est parfois dans des situations aussi de conflits juridiques avec des tiers. Il peut très bien y avoir à un moment donné une responsabilité civile qui a été engagée et un conflit qui est au tribunal et qui est larvé. Donc ça c'est pareil, les avocats, eux, quand ils participent au due diligence, ils vont aller regarder s'il n'y a pas une procédure en cours quelque part dans un tribunal quelconque. Et ça, c'est quelque chose qui est ça peut être avec un fournisseur, ça peut être avec un client, ça peut être avec... voilà, on n'en sait rien. Et c'est quelque chose qui est très important, parce que quand vous rachetez les parts de la société, vous rachetez le passif. Vous rachetez l'actif et le passif.
Donc vous rachetez tout ce qui va constituer de la valeur, mais vous rachetez aussi tout ce qui sont les dettes, oui, mais pas que. Ça veut dire aussi tous les conflits. Ça veut dire les conflits peut-être avec des personnels, s'il y avait des ressources humaines dans cette société, etc. Donc voilà, donc c'est des choses, il faut l'avoir bien en tête, donc il faut que vous ayez une vision à 360 degrés. Mon objectif, c'est pas de vous faire peur, c'est juste de dire que c'est une technique plus avancée, et que si vous vous lancez, il faut que vous soyez... Alors soit vous êtes à l'aise avec ça, et vous avez, je dirais, l'expérience pour juger de ces choses-là, soit dès le point de départ, faites-vous accompagner par un avocat. Encore une fois, sur une structure comme ça va vous coûter allez, maximum 5 000 €. Mais par rapport à ce que ça vous fait économiser derrière, c'est quand même quelque chose de très très bien. Donc économiser à la fois, donc je disais, en droit de mutation, mais aussi potentiellement en négociation sur le prix de vente. Et il va pouvoir vous aider aussi dans des situations parfois compliquées. J'ai un exemple en tête là, il y a un projet sur lequel on travaille là au sein du groupe Excelio, où c'est franchement un cas... Alors, en fait, on est sur un bien très particulier, très grand, etc. C'est un domaine de loisirs. Et le foncier appartient au gérant de la SARL, gérant majoritaire, à titre personnel, donc le foncier. Par contre, tout ce qui est dessus, donc le terrain, et tout ce qui est dessus, tous les bâtiments, toutes les constructions, les aménagements, appartiennent à la SARL d'exploitation. Et là, c'est quand même super compliqué, parce que si vous achetez le bien immobilier en direct, en fait, ça veut dire que quelque part, vous achetez pas ce qu'il y a dans la SARL, donc tout ce qui est construit dessus. Et si vous achetez les 100% des parts de la SARL, vous n'avez pas le foncier dedans. Donc ça veut dire qu'il y a un micmac à faire au niveau notarial pour quelque part fusionner la partie non propre de la partie SARL, qui est quand même assez compliqué. Et là, n'essayez pas de le faire vous-même. Alors c'est un angle de négociation, on va pas se mentir, comme un autre, hein, voilà, c'est une complexité à résoudre. De toute façon, pour faire des bonnes affaires, en général, il faut résoudre des problèmes. Voilà, il y a un problème. Et le vendeur, aujourd'hui, ça fait longtemps qu'il essaie de vendre, il n'y arrive pas. Alors, il y a deux choses. Il y a une question de spécificité du bien qui est très particulier. Donc, il n'y a pas forcément des tonnes d'acheteurs pour ça. Et en plus, il a quand même une certaine taille. Donc, ça limite encore les acheteurs. Si c'était un bien, si le même bien à 100 000 €, j'ai envie de dire, il trouve facilement un acheteur. Par contre, là, on est quand même sur des montants qui ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, du coup, il faut trouver un acheteur qui a envie de ça, qui a envie de l'exploiter. On a tous les symptômes, c'est-à-dire que la société d'exploitation, elle fait quasiment pas de chiffre d'affaires et à peu près pas de rentabilité. Il y a de la dette, mais c'est pas de la dette folle, c'est du compte courant d'associé, donc c'est pas quelque chose d'intéressant à récupérer. De toute façon, ce sera remboursé au moment de la transaction. Il y a un mélange entre du nom propre et de la détention en société. Voilà, donc il y a tout un truc. Donc c'est le bon exemple. Là, dans ces cas-là, il faut se faire aider d'un avocat d'affaires qui va négocier ça, etc. Et après, il va y avoir aussi des équations à trouver entre... la valorisation, elle est très compliquée à faire, en fait, d'un bien comme ça. Parce que, est-ce que c'est la valeur du bien complet? Ok, très bien, sauf que du coup, il est séparé entre deux entités. Ensuite, l'entité d'exploitation, elle fait des résultats dégueulasses. Donc, en fait, on n'arrive pas à avoir de prêt bancaire pour quelque chose comme ça. Parce que là, on est vraiment sur un rapport alors, c'est x5. C'est-à-dire qu'en gros, entre ce que la société fait aujourd'hui et ce que nous, on a mis dans le business plan, il y a un x5. Donc, parce que nous, on en est convaincus. Parce qu'on a un plan d'action, parce qu'on sait ce qu'on va faire, etc. Et si aujourd'hui, la société génère si peu de chiffre d'affaires, c'est parce qu'il y a une raison historique. Voilà, le vendeur voulait en faire quelque chose de privé, il ne voulait pas accueillir de personnes, donc c'est pour ça qu'il génère quasiment pas de chiffre d'affaires. Donc c'était un choix délibéré de sa personne. Mais pour la banque, c'est compliqué à comprendre. Alors, pour le banquier qui s'est déplacé sur site d'ailleurs pour vérifier le projet, etc., ça peut s'entendre. Par contre, quand ça monte les échelons de décision, parce qu'on est sur un montant significatif, c'est compliqué, quoi. Quelqu'un qui n'a pas vu le lieu, qui n'a pas rencontré le vendeur et qui n'a pas entendu son histoire, il dit mais vraiment quoi? Donc il y a un groupe là de gens qui disent qu'ils vont faire x5 sur l'exploitation en 3 ans. Non, on n'y croit pas. Et donc du coup, c'est assez difficile de faire financer un bien comme ça. Et vient en plus tout le problème juridique. Donc quand c'est vraiment un souk juridique, alors c'est pas forcément un red flag. Par contre, il faut vraiment faire les choses correctement et se faire accompagner. Ça, c'est très important. Et de ne pas prendre de décision à l'emporte-pièce. Ça va être une vente longue, quand ça part comme ça, vous le savez. Mais vous savez aussi que vous avez à peu près pas de concurrents parce que 99% des gens vont tout simplement jeter l'éponge.
Donc, il y a peut-être une opportunité à faire, voilà, que nous, on a vu une opportunité sur ce bien, très clairement, d'exploitation. Il est incroyable, ce bien, mais effectivement, il va falloir régler un certain nombre de problèmes au point de départ. Et donc, ça nous emmène aussi sur l'histoire de l'apport. Hein. Donc, dans ces cas-là, ça veut dire qu'il faudra certainement un apport plus important, parce que plus il y a de problèmes à résoudre, moins la banque va vous prêter. C'est aussi simple que ça, parce que la prise de risque, pour elle, est plus importante. Mais encore une fois, pour nous, là, typiquement, on a la discussion autour de la fameuse non-imposition d'une grosse part du prix de cession des ventes, avec le vendeur, plus un sujet de crédit vendeur. Donc, on est vraiment dans le cas type de ce qu'il est intéressant de faire pour éviter les droits de mutation. Là, sur ce bien-là, il y a 250 000 € de pertes sèches entre les droits de mutation, les frais d'agence, les impôts payés par le vendeur, etc. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on arrive à trouver une voie de sortie juridiquement et économiquement viable pour tout le monde, avec une plus-value raisonnable pour le vendeur, par rapport au travail qu'il a accompli quand même sur ce bien, qui est quand même remarquable. Donc c'est une équation et ça prend du temps. Voilà, il faut se spécialiser, c'est pour ça que nous, quand on fait nos 10 clés en main, on y passe parfois un certain temps. Hein. Là, ça fait déjà 6 mois qu'on discute sur ce projet, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, des fois, ça prend 1 an, pour arriver à juste aligner toutes les planètes, que tout le monde soit bien d'accord, et voilà, personne ne doit être spolié, il faut qu'à la fin, ce soit smart. Donc j'ai évoqué le sujet du vendeur pas transparent, de l'imbroglio juridique entre associés ou avec des éléments tiers. Il y a un autre point aussi qui est que souvent, donc ça rejoint plus l'autre exemple que je donnais à 2,5 millions, quand la plus-value demandée par le vendeur est excessive, en comparaison avec son apport réel dans le projet. Voilà. Parce que là aussi, alors il y a des gens qui achètent leur résidence principale et qui la revendent en x2. Bon, ça existe, c'est quand même assez rare. Et en tout cas, nous, en tant que professionnels marchands de biens, en général, la marge, elle est autour de 30%. Donc moi, j'estime que 30% par rapport à tout ce qui était injecté par le vendeur, c'est quelque chose d'intéressant et de raisonnable. Surtout quand il n'a pas fait grand-chose. C'est pareil, parce que si on achète une ruine et qu'on fait 2 ans de travaux et que derrière, on fait un x2, à la limite, ça s'entend parce qu'il y a eu toute la phase de prise de risque, de travaux, c'est pénible, etc. Là, en l'occurrence, dans le cas dont je parle, le vendeur a rien fait. C'est-à-dire qu'il a acheté un bien à l'instant T, il a rien fait, mais rien du tout. C'est-à-dire qu'il n'a même pas ouvert un compteur d'électricité. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'a rien fait, rien du tout. Juste un peu d'espace vert pour pas que ce soit complètement la jungle, mais c'est tout. Donc, du coup, avoir une valorisation supérieure à 30% par rapport au coup de chance, on va dire, et au coup de maître, appelons ça comme on veut, qu'il a eu en l'achetant à un très bon prix, je trouve que c'est quand même un peu pas terrible, quoi. Et donc là, du coup, ça s'est pas fait parce que moi, j'ai pas voulu monter, j'ai pas voulu faire de la surenchère, et en l'occurrence, pour l'instant, il n'a pas de vendeur, pas d'acheteur. Donc, comme quoi, à un moment donné, je pense qu'il faut être raisonnable, il faut que tout le monde y trouve son intérêt. Et je dirais que le 4e piège dans lequel ne pas tomber plutôt, c'est quand le passif n'est pas déduit du prix. Si par exemple vous achetez un bien, je redonne l'exemple, à 500 000 €, mais qu'il y a encore 400 000 € de dette, ça veut dire que en vrai, le bien aujourd'hui, net de dette, puisqu'on parle d'achat de société, la société nette de dette, elle vaut le delta entre les deux, donc 100 000. Voilà. Donc après, on peut voir aussi qu'est-ce qu'il peut y avoir un peu autour, on peut voir avec l'exploitation, on peut jauger le truc, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle ne vaut pas 500. Elle vaut 100. Modulo peut-être 20 ou 30% en fonction de différentes choses, mais c'est ce qu'elle vaut. Donc il faut être bien en phase avec ça. Il y a des vendeurs qui ne le comprennent pas. Souvent, ce sont des vendeurs pas professionnels. C'est-à-dire qu'ils ont, à un moment donné, ils ont voulu acheter un bien, par exemple mixte, où il y a du logement et par exemple un restaurant au rez-de-chaussée. Typique, le petit immeuble, il y a 4, 6, 10 lots, et puis en dessous, il y a des boutiques. Et donc, ils l'ont fait en SAS, parce que, comme il y avait une activité commerciale en bas, c'était peut-être pas du bail long, c'était peut-être, je sais pas, en fonction de l'activité qu'ils faisaient, ils avaient peut-être besoin de gérer de la TVA, je sais pas, ils faisaient peut-être de l'accueil journalier de professions libérales, je sais pas. Et là, souvent, ce sont des gens qui, donc du coup, se sont lancés dans des montages juridico-financiers sur les conseils de leur comptable et ou de leur avocat, mais ils n'en maîtrisent pas forcément les tenants et les aboutissants. Donc quand ils revendent, même s'il y a encore énormément de dettes, ils considèrent que la valeur du bien, c'est la valeur du marché. Comme ils le feraient s'ils vendaient le bien immobilier en tant que particulier. En tant que particulier, ils prennent ce bien à 500 000, ils le mettent sur le marché, effectivement, ils récupèrent 500 000. Sauf que derrière, ils doivent rembourser les dettes, et donc à la fin, il ne leur reste quand même que 100.
Alors que si vous êtes en société, c'est différent. Vous allez acheter tout de suite à 100 parce que vous récupérez les dettes. C'est ça la vraie différence qu'il faut comprendre. Quand vous achetez en nom propre ou en SCI, enfin non pas en nom propre, vous achetez pas les dettes en fait. Donc vous payez le prix et les dettes elles sont remboursées par le vendeur à sa banque. Par contre, quand vous achetez en société, vous récupérez les dettes avec. Donc du coup, ça vient s'empiler sur le reste. Donc vous ne payez plus que la valeur nette de dette. Donc dette bancaire, dette fiscale, potentiellement sociale, etc. Compte courant d'associés, ou tout ce qu'il peut y avoir encore derrière, de la dette fournisseur, il peut y avoir plein de choses derrière. Bon, donc en tout cas, si je devais résumer ça, donc faites très attention à toujours bien récupérer les éléments clés. Donc notamment les 3 derniers bilans, c'est fondamental. Et si vous ne les récupérez pas dans les 2 semaines, n'importe quel entrepreneur a les bilans sous la main. Moi, quand je réponds à un appel d'offres ou par rapport à mes clients, etc., enfin, je veux dire, ça fait partie des éléments clés. Hein. On donne un extrait CABIS, on donne les 3 derniers bilans, on donne des déclarations de non-condamnation du dirigeant, on donne... Enfin, c'est des pièces, en fait, on les a toujours en stock. Et ça prend 3 minutes de les sortir et de les envoyer. Donc s'il faut plusieurs jours, bon, admettons, ça dépend un peu de la situation, peut-être ça peut être une période un peu charnière, on attend de nouveaux bilans, bon voilà, ça se discute. Mais si ça prend trop de temps, ça veut dire qu'on cherche à vous cacher quelque chose. Et là, il ne faut pas y aller. Et ensuite, quand vous les récupérez, la première chose à faire, c'est d'en faire une analyse. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, demandez à une IA de le faire. Un ChatGPT, un Claude, un Mistral, voilà. Vous balancez en fait les 3 derniers bilans et vous lui demandez à l'IA de vous faire une synthèse de qu'est-ce que ça donne, etc. Et après, vous discutez avec. Voilà, donc d'abord, elle va vous dire, c'est bien, ça a l'air bien géré, ça n'a pas l'air bien géré, elle va vous donner des chiffres, voilà les dettes, les trucs et tout. Ça vous évite de devoir vous cogner toutes les pages et surtout de comprendre en fait un vocabulaire que peut-être vous ne comprenez pas. Et puis derrière, vous allez poser des questions, mais est-ce qu'elle semble bien gérée? Est-ce que le niveau de dette par rapport au chiffre d'affaires est cohérent? Vous posez des questions comme ça. Et en fait, elle va vous répondre et elle va vous montrer l'évolution. Donc ça vous donnera une idée aussi sur la qualité de gestion de tout ça. Et il faut avoir en tête que ce sont exactement les questions que vont vous poser le banquier derrière. En tout cas, ce sera sa grille d'analyse. C'est comme ça qu'il va regarder. Il va regarder les soldes intermédiaires de gestion. Il va dire, OK, cette boîte, elle a un potentiel de génération de tant de chiffre d'affaires, de tant de marge. Et c'est ça qui va faire qu'il va vous prêter ou pas et quel est le montant de l'apport. Donc, utilisez les intelligences artificielles pour faire ça. Aujourd'hui, vraiment, c'est très facile. Et après, quand vous avez un niveau, je dirais, déjà de conviction relativement forte, après, vous pouvez en parler à un vrai comptable. On est d'accord. Mais allez pas embêter le comptable tout de suite. En fait, là vous prenez 1 heure avec une IA, vous discutez, et puis vous avez déjà beaucoup d'informations pour savoir si ça semble bien ou pas. Et vous allez embêter votre comptable quand vous avez ce niveau de conviction déjà relativement fort pour que lui ait un deuxième regard, peut-être un peu différent. Peut-être qu'il va le regarder sous un angle qui correspond plus à votre patrimoine ou votre manière de fonctionner à vous parce qu'il vous connaît. Si c'est un comptable que vous avez pour d'autres activités, c'est toujours intéressant d'avoir ce regard-là. Et donc ensuite, il faut récupérer évidemment les statuts de l'entreprise, le pacte d'actionnaires s'il y en a, et faire un peu des recherches juridiques, hein, voir un peu s'il n'y a pas eu 50 000 ouvertures, fermetures d'établissements. Vous avez sur des sites comme Papers, en fait, ils vous donnent en fait l'historique des décisions. Vous voyez aussi si toutes les 5 minutes, il y a des décisions de changement de dirigeants. Ouais, ça veut dire que, en fait, ça, c'est un signe qu'il y a probablement des mésententes entre les actionnaires. Et ça, voilà, si vous voyez des entrées, des sorties de capital, si vous voyez des augmentations ou des réductions de capital régulières, etc., ça veut dire que ouais, il y a des opérations là, ça nécessite de creuser. C'est pas un red flag. Par contre, là, ça veut dire qu'il faudra creuser. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, demandez à un avocat de le faire. Parce que lui, il aura accès de toute façon à tous ces documents juridiques. Encore une fois, ça va vous coûter un billet. Mais il vaut mieux mettre un billet maintenant que se retrouver avec quelque chose qui est extrêmement compliqué d'un point de vue juridique à gérer derrière. Voilà, et donc l'autre point, c'est l'actif passif, hein, un vrai bilan certifié comptable et un état de actif passif pour avoir une vision extrêmement claire des dettes et des prêts en cours. Donc les différents types de dettes et les différents types de prêts qu'il peut y avoir. C'est fondamental parce que c'est ça qui va vous permettre de calculer, de faire une offre correcte de prix. De toute façon, dans une transaction comme ça, vous n'annoncez pas un prix au point de départ. C'est-à-dire que même si le bien il est affiché, je sais pas, 500 000 € sur le Bon Coin, quand vous avez l'information qu'il est détenu en société SAS ou SARL, à ce moment-là, vous allez visiter le bien, voir si ça vous intéresse, bien sûr, etc. Vous réfléchissez un peu à tout ça, vous faites des projections, comment est-ce que je pourrais l'améliorer, voilà. Vous récupérez les documents
Vous pouvez faire une première lettre d'intention, on appelle ça comme ça, qui est non engageante, mais qui vous permet, contre un accord de confidentialité, de récupérer les éléments. C'est comme ça que ça se passe en général. Hein. Et donc du coup, vous récupérez les éléments, vous faites cette analyse, et en fonction de ça, vous serez en capacité de donner un prix. Mais tant que vous n'avez pas les éléments, vous ne pouvez pas donner un prix. Vous pouvez donner un prix pour une transaction immobilière en nom propre, oui, mais pas pour des rachats de parts de société. Et souvent, les vendeurs ne pensent pas au rachat de parts de société. Ça, c'est très très classique en fait qu'ils n'y pensent pas. Alors même que, voilà, eux, ils auront une imposition nulle, voire faible. Donc c'est quand même toujours intéressant. Donc ça peut être bien de dire, ok, moi je suis plus avancé, je vous propose de peut-être envisager cette hypothèse. Vous voyez bien si ça lui va ou si ça lui va pas, il faut lui expliquer pourquoi. Mais donc potentiellement, lui, c'est une réduction substantielle des impôts qu'il va payer sur la plus-value. En général, c'est quelque chose qui s'écoute quand même. Hein. Donc ça permet de lancer la discussion dans quelque chose de relativement différent. Par contre, pour déterminer le prix, il faut que vous ayez tous ces éléments-là, encore une fois, pour déterminer finalement combien lui, il a injecté. Donc quel est l'état recettes-dépenses, les dettes, les prêts, etc. Et donc combien lui il a injecté, et lui faire une proposition qui vous semble fair play et smart par rapport à, pour l'intéresser, pour que ce soit quand même quelque chose de bien. Sauf si vous êtes à la conclusion qu'il a une urgence à céder les parts parce qu'il a une urgence pour récupérer de l'argent, par exemple, à ce moment-là, faudra peut-être envisager au moins de lui couvrir ce qu'il a mis, voilà, ce genre de choses-là, puis après vous discutez le gras au-dessus, quoi. Hein. Bon. Et donc, mon calcul décisionnel, moi, dans ces choses-là, c'est finalement, donc voilà, si je résume, on prend le prix réel, donc c'est bien la valeur du bien moins les dettes. Ensuite, donc on vérifie toujours cet apport cash du vendeur, combien il a mis au fil du temps dans l'entreprise, parce que ça, c'est quelque chose sur lequel il voudra généralement pas mettre moins, il voudra récupérer sa mise, et c'est normal. Et là, vous avez la base, en fait, du prix en dessous duquel il vendra jamais. Et, vous pouvez imaginer que c'est un petit peu plus, d'ailleurs, mais donc ça permet d'avoir une base de négociation qui est sereine, on va dire. Et donc après négocier quelque chose, essayez de ne pas dépasser les 30%, sauf si vraiment il a fait un travail considérable sur le bien. Voilà, ça dépendra du travail engagé. Et puis ça dépendra de quand il a acheté. Parce que s'il a acheté il y a 20 ans, évidemment la valeur du bien il y a 20 ans par rapport à aujourd'hui, il n'y a plus rien à voir. Hein. Il faut réfléchir en valeur actualisée, avec l'inflation et ce genre de choses-là. Mais bon, je ne l'avais pas dit, mais ça me semble logique. Et puis donc voilà, et donc pour vous, je disais, c'est quand même très intéressant parce que vous économisez 9% de droits de mutation, donc c'est quand même énormément d'argent, donc ça vaut le coup de s'y intéresser, même pour un bien à 100 000 euros, quelque part, vous économisez 9 000 euros de droits de mutation. Si votre avocat, en plus sur un bien comme ça, l'avocat va vous prendre peut-être 3 000 euros, voilà, vous avez gagné 6 000, quoi. Et derrière, vous avez peut-être récupéré aussi un prêt à un taux qui défie toute concurrence et qui n'est pas accessible aujourd'hui. Voilà, je voulais vous présenter cette méthode donc, que moi j'utilise, en tout cas on l'utilise dans nos deals à nous. Alors c'est vrai que c'est aussi parce qu'on fait des deals plus gros. Donc là aussi, si vous voulez regarder un peu ce qu'on fait, donc en description j'ai mis un lien vers notre page qui présente le club Excelio. Si ça vous intéresse de potentiellement participer à nos projets, sachant que les tickets d'entrée sont généralement à 50 000 euros minimum, et voilà, vous pourrez voir un petit peu le genre d'opération qu'on fait et potentiellement poser votre candidature. On cherche à rester un groupe pas trop gros non plus, pour que ça reste des relations humaines. Et puis, je vous donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. Et donc, si dans ce contenu-là, il y a des points que vous souhaitez que je creuse particulièrement dans une vidéo complémentaire, dites-le moi en commentaire. Et puis sinon, n'hésitez pas à la partager. Je pense que c'est un contenu qui est assez rare sur YouTube, avec du vrai retour d'expérience et sur des choses qui sont assez peu décrites. Et n'hésitez pas à liker, à partager, et puis à vous abonner à la chaîne, parce que ça aide vraiment pour le développement futur de tout ce qu'on va pouvoir faire ensemble.